Maintenant, pour la classification des roches sédimentaires, ce que je vous présente ici, c'est la classification selon la fraction dominante de leur composition. Donc, les roches sédimentaires vont se diviser en deux grands types. Hein? Donc, il y a les roches d'origine détritique, les roches d'origine chimique et biochimique. On l'a vu dans la première capsule. Donc, si on récapitule, les roches sédimentaires détritiques sont formées à partir de débris variés issus de l'érosion des roches qui sont préexistantes. Donc, ce sont des débris qu'on appelle, vous allez souvent m'entendre dire le mot claste. Donc, c'est lié à ça. Okay? C'est lié à du matériel détritique. Okay? Donc, ces débris-là, ces clastes-là sont unis oui, par une espèce de ciment chimique. Pardon. Généralement, de la calcite, du quartz ou de l'argile. Et cette classification-là des roches détritiques se fait selon ce qu'on appelle la granulométrie. La granulométrie, c'est la taille des particules, okay, dominante. Donc, vous allez avoir un cours éventuellement de technique de laboratoire. On va vous faire des granulométries. Okay? Ce que vous voyez des fois dans le laboratoire des sciences naturelles au département, vous allez voir présentement, venez nous voir si ça vous tente de voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Vous êtes toujours les bienvenus. Moi et Eliane, on en fait de la granulométrie ces temps-ci. Donc, on essaye de déterminer la taille des particules dominantes pour mieux comprendre dans quel environnement l'environnement qu'on a, en fait, le sédiment qu'on a échantillonné, dans quel environnement il se dépose. Donc, au niveau granulométrique, il existe trois classes principales de roches détritiques. Les rudites, qui sont composées de classes de plus de 2 mm, des arénites, qui sont composées de taille un petit peu plus petite, qui vont entre 0,065 mm à 2 mm. Ce sont des sables, en fait, essentiellement. Donc, souvent, des arénites, là, la plus commune, là, ce sont des grès. Okay? C'est souvent formé dans des environnements, évidemment, fluviaux, donc par des rivières, désertiques, où le sable est évidemment dominant. Il y a, dans un troisième temps, des lutites, qui sont composés de particules de moins de 0,065 mm, donc des limons et des argiles. Donc, ce sont des roches essentiellement comme des schistes argileux, hein, ou ce qu'on a vu tantôt, là, des siltstones, des roches vraiment à grains fins, qui se sont formées dans des environnements calmes, comme on a vu dans la première capsule, dans des lacs, des fonds marins, des calcaires également, là, font partie, en fait, des siltstones calcaires, c'est un peu synonyme, là, c'est un peu dans ces environnements-là. Okay? Ici, ce que vous avez, en fait, c'est des exemples. Et vous avez un tableau qui est important au niveau de la classification, évidemment, de ces roches sédimentaires d'origine-là. Donc, vous avez, là, encore une fois, comme je viens de vous décrire, les rudites, les arénites, les lutites. Donc, évidemment, ce sont des roches... vous avez un peu tout le détail de ces roches-là. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit. Donc, vous pouvez vous fier un peu à ce tableau-là là, pour la suite des choses. C'est toujours un tableau qui est dans votre livre de référence, là, qui est important, là, Landry et Mercier. Maintenant, vous avez maintenant une autre classification selon la taille des éléments différents. Si vous voulez des exemples, les conglomérats sont une roche détritique qui sont généralement composés d'éléments de plus de 2 mm. Je vais vous montrer des exemples dans quelques instants. Donc, ce sont des galets, des blocs. Vous avez, donc, c'est vraiment là, des éléments qui sont formés dans des environnements à très, très haute énergie, comme dans des rivières, à fort débit, ou des cônes alluviaux. Dans un deuxième temps, on a des grès, hein, donc elles sont des particules généralement, comme je vous disais, des grains de sable transportés par des rivières, des courants marins, des vents. Vous avez en troisième lieu des siltstones, hein, qui sont plus, je vous ai parlé tout à l'heure des calcaires, donc ce sont des roches qui se forment dans des environnements lacustres ou marins. Et vous pourriez même avoir une quatrième catégorie qu'on appelle des claystones, des pierres argileuses, où là, c'est des particules encore plus fines. Donc là, on parle de bassins marins très profonds, pélagiques, hein, qui différencient même par rapport à ce qu'on a vu dans les cavernes à Montréal. Donc, je vous montre ici
Je vous montre ici des petits exemples. Hein. Vous avez un bel exemple ici de conglomérat. Donc, le conglomérat est une roche sédimentaire détritique composée de fragments ou clastes de taille supérieure à 2 mm. Les conglomérats se distinguent par la nature de ce qui la compose à l'intérieur, les clastes. Ils peuvent être arrondis ou anguleux. Donc, quand vous voyez des conglomérats avec des clastes arrondis, on va les appeler des conglomérats de type poudingue. Si vous voyez des clastes anguleux, c'est ce qu'on appelle des brèches. OK? Le pudding, généralement, avec ses fragments arrondis, va résulter d'un transport prolongé par l'eau. Donc, on parle vraiment d'un pudding qui se forme dans des rivières à très, très haute compétence, versus une brèche où là, c'est anguleux. Donc, ça indique quoi? Ça indique un court transport. OK? Minimal. Donc, juste à regarder votre roche, vous pouvez avoir plein d'informations comme ça. Hein? N'est-ce pas fascinant? Donc, on va avoir des exemples comme ça lorsqu'on va revenir de la semaine de consolidation, puis qu'on va regarder, en fait, ces différentes roches-là. Au niveau de la classification, évidemment, là, des fragments, hein, proprement dit, les conglomérats, en fait, peuvent, on l'a dit, hein, étant donné de par leur nature anguleuse ou pas, peuvent être de type polygénique ou monogénique. Donc, polygénique implique quoi? Implique en fait que la roche va contenir des fragments de nature diverse. Ça veut dire que le fragment a été transporté et proviennent de différentes sources géologiques. Monogénique, ça signifie que c'est des fragments de la même nature. Donc, généralement, la source sédimentaire est à proximité. OK? Donc, bon, là, à ce moment-là, vous avez les différents types d'environnements de mise en place, mais c'était juste pour vous dire, là, on peut retrouver du matériel polygénique. Donc, si vous retournez à l'image un peu ici, on peut regarder, faire des lamins et essayer de déterminer est-ce que tous les fragments qui le composent sont similaires, sont homogènes ou sont hétérogènes, et à ce moment-là, on peut définir si c'est polygénique ou monogénique. Ici, vous avez une autre image, ça vient de Death Valley, où vous avez une exposition de brèches monogéniques. Donc, on voit là, clairement, là, donc ici c'était plus de type... oui, non, c'est le même endroit, en fait. C'est ça. Ici, vous avez un exemple de brèche monogénique qui se distingue par des fragments anguleux. Hein, vous le voyez, là, c'est très, très anguleux. Et ça provient d'une seule roche mère. Tout ce qui la compose est essentiellement homogène. Donc, c'est un environnement de dépôt dans la vallée, là-bas, qui est caractérisé par des conditions d'érosion de transport à très, très, très haute énergie, comme des glissements de terrain ou des écoulements de débris. Okay? En géologie, on peut appeler ça tout ce qui est écoulement de débris, on peut appeler ça également des colluvions. Donc, c'est un bel exemple là, de monogénique. Ici, vous avez un exemple au niveau du Grand Canyon. C'est un exemple de conglomérat où, à ce moment-là, ben là on a des fragments, encore une fois... je pense que celui-là c'était polygénique. Là. Vous montrer un peu les sources, c'était un petit peu de partout. Donc voilà. C'était pour vous montrer un peu différents types d'exemples. Les grès maintenant. Donc les grès, c'est des tailles un petit peu plus petites. Hein? Donc ça mesure entre 0,065 mm à 2 mm. Ça correspond à une granulométrie de sable, des particules assez petites pour être transportées par des rivières, dans certains cas des vents, des vagues aussi. Le quartz est un minéral dominant généralement dans la majorité des grès en raison de sa résistance à l'altération chimique et physique. Donc, ça va persister dans les environnements sédimentaires, ces quartz-là. Si vous voulez des exemples de roches, de type plutôt de grès, vous allez avoir des arkoses, des orthoquartzites, des gros wacks. Je vais vous en montrer des exemples. Donc, ce sont des... On y viendra dans le cadre où Eliane sera présente au laboratoire. On va vous en montrer des exemples. On va vous montrer leur composition minéralogique qui les différencie. Hein. On le voit, là, il y a des petites différences. Je vous montre un exemple ici. C'est un beau grès, ça. C'est un grès qui vous montre, en fait... un peu, là, puis on peut le deviner, hein, on voit là, à travers, bon, elle a subi un transport, mais on voit encore les plans de stratification à l'intérieur. On voit au niveau de sa texture, hein, c'est assez évident là, que c'est relativement provient d'une source sableuse.
et évidemment, on devine un peu aussi sa composition au niveau du quartz. Donc, ça vous montre un peu là, un exemple de grès. Ici, vous en avez un autre, une arkose. Hein, une arkose qui est très différente de ce que vous avez vu qui est ici. Hein. Différente par quoi? Par le fait qu'elle est un peu plus homogène, peu de structure. Hein. Donc déjà sur celle-ci, on voit qu'elle a des structures, elle a des plans de stratification. Ici, elle n'en a pas. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur l'environnement. L'arkose est un peu plus riche en feldspath. Et également, vous allez voir au niveau de sa composition très homogène. Donc, monogénique, encore une fois. Ça vient d'un environnement, d'un envoi probablement très local lorsque ça s'est déposé. Généralement, ce type de roche-là se forme souvent dans des environnements continentaux, comme dans des pentes de montagne ou des vallées fluviales aussi, hein, près des sources d'érosion granitique. Hein, on voit un peu qu'il y a quelque chose qui ressemble à un granit à ça. Les pylites. Les pylites, maintenant, sont les classifications des roches sédimentaires fines. Donc, toute la composition, la classification des pylites. Là, on va parler plutôt de roches de type ce qu'on va appeler des siltstones, des mudstones, des claystones. Donc, des siltstones, ça va être des roches composées de silt à près de 66%. Donc, les silts se forment dans des environnements comme des basses plaines inondables et des deltas aussi. Des mudstones, là, on tombe dans des roches qui vont contenir entre 33 et 66% de silt. Le reste étant des argiles. Donc là, au niveau des mudstones, on tombe dans un environnement un petit peu plus fin. Et là, à ce moment-là, ce type d'environnement calme-là va vous montrer en fait des roches avec des couches un peu plus comme des shells. Et les claystones, ben là, évidemment, on parle de quelque chose d'un peu plus 66% d'argile. Donc là, c'est des environnements très calmes. Là, on parle vraiment de fonds marins, de lacs stagnants. Pour vraiment pouvoir déposer des particules aussi fines, il faut qu'il n'y ait pratiquement aucun courant. Okay? Je vous montre ici des exemples. Une argilite. Donc, c'est un exemple de roche sédimentaire fine. Hein? Donc, l'argilite est généralement massive, se forme par une compaction de sédiments très très fins, très argileux. On ne va pas voir de plan de stratification. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose d'assez homogène au niveau là, de son apparence. Il est possible d'avoir des structures qu'on appelle des structures primaires dans les roches sédimentaires. Donc, et ces structures-là sont importantes. Elles vous donnent des indications sur comment elles se sont formées. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des rides de courant. J'ai un très bel échantillon à l'UQAM où j'ai des rides de courant en surface de la roche. En anglais, on appelle ça des ripple marks. Et si la roche est en place, on peut même, à partir d'une boussole, déterminer quel axe était en fait le sens du courant. Donc, il y a différents types de rides. Il y a des rides symétriques, des rides asymétriques. Donc, on y reviendra, ça. Quand on sera sur le terrain, je vous montrerai les différents types de rides. Et à droite, ce que vous avez ici, ce sont des fentes de dissécation. En anglais, on va appeler ça des mud cracks. Les fentes de dissécation, ce sont des fissures qui se forment dans des sédiments plus de type boue, boueux. Lorsque l'eau s'évapore, ça va provoquer une contraction du matériel. Les fissures vont prendre une forme un peu polygonale et ça indique évidemment des périodes de séchage dans un environnement temporairement humide. Je ne sais pas si dans la caverne, il y en a qui se demandaient de quelle manière les formes de dissécation se formaient à l'intérieur. C'est un peu le même principe au niveau de ce qu'on voyait là-bas et notamment lié à l'humidité qu'on retrouve dans la caverne. Ici, vous avez, là, je vais vous montrer des petits exemples. Hein. Donc, ça, c'est des strates sédimentaires de Zion au National Park au Utah. Ce sont des belles marques de strates sédimentaires inclinées. Ce sont des types de structures assez typiques des environnements là-bas. Je voulais vous montrer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des stratifications croisées où on voit là, des courants d'eau en fait à partir de comment ça s'est déposé. Là. On peut voir un peu de quel endroit provenait l'eau. Il est possible de voir ce genre de structure-là également liée à l'action du vent, des dunes de sable ou des barres de sable même, à l'occasion liées à des environnements fluviaux.
Donc, à Zion, au Utah, on voit ça. Ici, vous avez un bel exemple. Hein? Je vous ai parlé des fentes de dissécation. Ben, en voici encore une fois. Ça, c'est un exemple qui provient de l'Argentine. Donc, ça vous donne un peu des exemples de ce type de fente qui se forme lorsque le sédiment, qui est riche en argile, va se trouver exposé à l'air. Et lorsque l'eau s'évapore, ben, en se desséchant, le sédiment va se contracter puis provoquer des formations de fissures comme ça, un peu polygonales. Les roches maintenant, si on passe à l'autre étape, chimique, biochimique. Hein? Donc, on était dans le détritique, on passe à chimique, biochimique. Maintenant, les roches sédimentaires chimiques vont se former par la précipitation directe des minéraux à partir des solutions riches en ions qui sont dissous. Les roches sédimentaires biochimiques, elles, sont formées grâce à l'activité des organismes vivants qui utilisent des ions dissous dans l'eau pour construire des coquilles et des structures lorsqu'évidemment ces organismes-là meurent. Hein? Donc les restes vont s'accumuler puis former des roches sédimentaires. Il y a des classifications. Donc il va y avoir des roches carbonatées qui comprend des calcaires, comme on a vu, comme on a à Montréal, qui se forment par des précipitations de carbonate de calcium, CaCO3. La calcite, hein, ça se sous forme de calcite. Ce sont des roches d'origine chimique, précipitation directe ou biochimique, liées au reste d'organismes marins, coraux, coquillages, exactement comme on a vu dans la caverne. Donc, ce qu'on a vu au niveau de la formation de tétroville dans la caverne, c'est biochimique. C'est des restes d'organismes marins, comme des coraux, des coquillages, où on était au niveau de la plateforme océanique de l'époque, c'était propice à ça. Il y en a d'autres, roches silicieuses, des schertes qui se forment par des précipitations de silice, SiO2, à partir d'organismes qui utilisent la silice pour former leur squelette. Ferrifères, qui sont des précipitations de minerais de fer, Fe, à partir de l'eau. Vous allez avoir des évaporites qui se forment par l'évaporation de l'eau dans des environnements fermés. Donc des lacs, des lagunes, ce sont des exemples. Hein? Donc des environnements pas au contact directement avec la mer. Et là, les minéraux vont être dissous et se concentrent jusqu'à être précipités. Donc les évaporites incluent ce qu'on appelle les gypses, hein, des sulfates de calcium, de la halite. Vous vous souvenez de la halite? C'est des évaporites. Bon, c'est lié à l'évaporite. Vous avez des roches phosphatées qui sont riches en phosphate de calcium, donc souvent d'origine biochimique. Là, c'est des environnements marins peu profonds. Et des roches carbonées. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les charbons. Okay? Des roches carbonées là, qui souvent se forment par l'accumulation de matière organique végétale. C'est ça du charbon. Ici, vous avez un détail, on les définit un peu plus. Donc, les roches carbonatées, on l'a dit, ça constitue environ 20% de toutes les roches sédimentaires. Elles sont présentes dans une grande variété continentale et ont augmenté lors du Paléozoïque. Les calcaires, c'est vraiment un bon exemple. Les calcaires, c'est plus de 50% de calcite. Ça se forme souvent dans des environnements marins peu profonds, comme je vous disais, c'est le cas de Montréal. Et un autre important, n'oubliez pas ce terme-là, les dolomies. Elles contiennent plus de 50% de dolomites. Donc les dolomites, elles, se forment par transformation chimique des calcaires, lorsque le magnésium vient remplacer une partie du calcium dans les structures minérales. Des dolomies, on en a sur les rives sud de Montréal. Ça réagit moins au HCl aussi, là. C'est pas aussi réactif tel que en raison du fait justement que les calcaires ont 50% de calcite, c'est plus réactif évidemment. Les roches carbonatées se forment surtout dans des environnements marins là, en général. Okay? Continuons. Maintenant, les minéraux carbonatés. Donc, évidemment, ici, ça vous montre les trois principaux minéraux carbonatés. Donc, vous avez la calcite, l'aragonite, la dolomite. Donc, c'est les principaux constituants là, de ces roches-là. Je vous disais tout à l'heure, la dolomie, ça réagit... en fait, ça ne réagit pas au HL lorsque c'est broyé. Okay. Donc, voilà. Ça réagit juste quand c'est en poudre, je pense. C'est rare que je réussisse à faire réagir de la dolomie lorsque c'est pas en poudre. Donc voilà, donc ça fait un peu le topo. Les carbonates actuels naissent dans des régions tropicales, donc il y en a des modernes, hein, évidemment. Donc c'est juste pour vous dire un peu
conditions actuelles au niveau de tout ça. Peut-être juste dire un petit mot par rapport à ça. Les organismes marins, des organismes comme des coraux, des mollusques, des algues calcaires sécrètent évidemment ce CaCO3-là, ce carbonate de calcium-là, pour former des coquilles ou des squelettes. Donc, c'était pour vous dire un peu l'origine de ces coquilles-là. Les calcaires, vous en avez quelques types. Les calcaires sont importants, évidemment. Là. Vous avez des calcaires d'origine organique, donc ce sont des calcaires construits par certains animaux, des végétaux qui vont édifier des récifs, donc des calcaires coralliens. Vous allez en avoir des exemples ici, donc des coraux, le corail, qui peuvent être solitaires ou en colonie. Vous avez des calcaires d'accumulation. Donc ici, vous avez, vous voyez, là, toute cimentation de coquilles. Je passe rapidement là-dessus. Vous avez la craie, qui est une roche calcaire composée à plus de 90% de CaCO3, extrêmement friable. Je ne vivrai pas au-dessus de ça. Dépôt de plateforme peu profond. C'est des fractions, évidemment... la fraction non carbonatée de la craie est très très faible. Hein. Ça peut contenir des quartz, puis des petits feldspaths, des micas, des minéraux lourds, mais c'est souvent, comme je vous dis, c'est à 90%. C'est vraiment 90% de CaCO3. Okay. C'est très poreux aussi. Ce que vous voyez ici comme image, c'est une falaise de craie en Normandie, en France. Donc, c'est probablement là, les plus beaux affleurements au monde là, à ce niveau-là. Évidemment, vous le voyez, regardez un peu à la base, là, on voit des phénomènes karstiques hein, liés à la dissolution de CaCO3 avec l'action de la mer et des marées. C'est très joli. Vous avez ici des calcaires, même d'origine chimique et biochimique. Donc, c'est en fait des précipitations de CaCO3 sous l'influence de ces facteurs-là, dans des environnements tels que des lacs, des cavités karstiques ou par des organismes marins. Donc, je vous donne un exemple. Des stalactites et des stalagmites sont des exemples de précipitations chimiques de calcite dans des environnements karstiques. Donc, si vous voulez un exemple de roche calcaire un peu d'origine biochimique, en milieu karstique, des stalactites et des stalagmites en sont un bon exemple. Ici, sur la figure, vous avez un exemple également en lien avec un exemple qui provient de l'Italie, hein, qui est juste ici. C'est une roche que j'avais moi-même vue. Donc, ce sont des roches assez classiques aussi. Donc, vraiment là, des calcaires lacustres qui vont se former dans des environnements d'eau douce, comme des lacs peu profonds, des conditions vraiment vont favoriser la précipitation du CaCO3. C'est un peu ce type d'environnement-là que vous voyez sur la figure qui est juste ici, là, un type de calcaire. Les dolomies rarement formées de dolomie pure. Okay? C'est d'ailleurs plus dur que les calcaires. Pourquoi? Pourquoi c'est plus dur que les calcaires? Parce qu'il y a une présence de magnésium dans leur structure. C'est une dureté supplémentaire qui les rend plus résistants à l'érosion d'ailleurs et à l'altération. Donc là, ce n'est pas juste du CaCO3, c'est du CaMg, parenthèse CO3. Donc, c'est rarement sous forme pure, comme je vous disais. Généralement, les dolomies se forment par un processus qui, en fait en sorte que le calcium dans la calcite est remplacé par du magnésium dans des environnements marins ou lacustres, riches en magnésium. Donc, et c'est exploité. La chaux est produite par la calcination en fait, du calcaire, tandis que le ciment, lui, utilise des calcaires et des dolomies pour produire des matériaux de construction également. Donc, ça vous donne un peu... Il y a des usages industriels à la dolomie et aux roches calcaires, là, notamment pour ça. Continuons. Vous avez ici la catégorie des roches silicieuses et chertes qui contiennent plus de 50% de silice. On en a des échantillons à l'UQAM, on va vous montrer ça. Donc, silice SiO2. Donc, des roches silicieuses comme le chert se forment par l'accumulation de micro-organismes capables de se fixer. De fixer la silice, en fait, autour. Donc, c'est un autre exemple. Vous avez les roches ferrifères qui sont formées à partir de précipitations d'hydroxyde de fer. Hein. Donc, regardez juste ici là, les BIF. Vous vous souvenez, on en avait discuté, les BIF, les Binded Iron Formation, les bandes rouges, là. Hein, évidemment, ben oui, la composante de fer, Fe, va avoir un impact, évidemment, sur tous les processus
d'oxydation lors du contact au niveau de l'oxygène, ben c'est ça. Donc, et c'est le résultat de précipitation d'hydroxyde de fer dans des océans, notamment précambriés, là, dans le cas qui sont juste ici. Donc, vous en avez des beaux exemples ici. Les évaporites, on en avait discuté. Je vais vous montrer dans quelques instants une figure qui vous montre comment le tout se forme. C'est par évaporation de l'eau de mer, du NaCl. Donc, évidemment, les évaporites sont une source très, très précieuse de sel, de gypse et de potasse. Donc, évidemment, la halite est l'un des principaux minéraux évaporitiques formés par la précipitation de chlorure de calcium lorsque l'eau salée s'évapore. Vous avez une petite figure ici qui vous montre un exemple de dôme de sel qui provient de l'exemple des mines de sel des îles de la Madeleine. Donc, vous avez progressivement, juste en haut ici, un dôme de sel qui se forme lorsque le sel, qui est une substance plus légère que les roches autour, commence à se déplacer vers le haut sous l'effet d'une pression qui peut être d'origine tectonique. Et en raison de sa faible densité, le sel peut s'accumuler en couches quand même assez épaisses sous la surface. Puis avec le temps, ça va commencer à déformer les strates que vous voyez juste au-dessus. Et au début du processus, on appelle ça des structures en coussin. Ce que vous voyez là c'est une structure en coussin, un pillow en anglais, va provoquer une petite déformation mineure dans les strates juste au-dessus. Puis avec le temps, la pression, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Mais regardez là, c'est un dôme, un espèce de petit dôme qui, progressivement, étape par étape, va migrer, en fait, et va créer une espèce d'élévation en surface, ce qu'on appelle un dôme en surface, là, carrément. Là. Et ces dômes-là sont des structures géologiques cruciales, en fait, parce qu'elles peuvent former ce qu'on appelle des pièges d'hydrocarbures aussi. Okay? Donc, c'est un peu par cette pression-là, progressivement, progressivement, là, il va y avoir une structure en coussin qui va finir par l'augmentation de la pression évoluer en un dôme. Et le sel va traverser les couches de sédiments, puis progressivement créer une élévation de dôme là, en surface. Donc, ouais, ça, c'est un bel exemple au niveau des îles de la Madeleine. Vous en avez un autre ici, un autre exemple, là, que je cherchais des exemples, là, en Iran. Le dôme de sel, qu'on peut voir à partir d'imagerie, notamment satellitaire. Et ici, ben, vous avez un autre exemple, encore une fois, avec des évaporites. C'est un exemple qu'on retrouve au niveau des îles de la Madeleine. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un diapyre de sel qui est présent sur la plateforme. Donc, des diapyres, ce sont des structures géologiques où le sel a été forcé de remonter à travers les couches de sédiments, formant les dômes. Donc, et c'est à cet endroit, je vais l'avoir, c'est à cet endroit-là qu'il y a exploitation minière au niveau là, des îles de la Madeleine, là-bas. Une petite photo ici, prise dans Death Valley, qui vous montre en fait une vue. Death Valley, là, une belle vaste plaine de sel. Allez là un jour, c'est superbe, j'ai adoré. C'est vraiment, vraiment là, un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, avec une géologie unique façonnée par des processus d'évaporation intense. Je vous le dis, là, ce que vous voyez, c'est que quand je travaillais aux États-Unis, il y avait souvent des meetings, des colloques de géologues, puis on a fait un gros field trip à travers les parcs américains, puis on était une gang de freaks à aller voir toutes ces affaires-là, c'était bien le fun. D'accord. Fait que, bref. Ce que vous avez ici, c'est ça, c'est une figure là, qui vous montre le tout au niveau de Death Valley. Et Death Valley, en fait, est une région désertique qui est en fait une dépression topographique. Je ne sais pas si vous venez amener le cours où on a parlé des grabens. C'est un graben qui est entouré par des chaînes de montagnes tout autour. Et la plaine de sel est même... vous la voyez, là, elle est visible ici là, sur l'image. C'est du sel qui est dessous, qui s'est déposé. Donc, cette plaine-là, c'est ce qu'on appelle en fait on appelle ça un salar. Et c'est presque juste de la halite pure. Là. Puis bon, dans certains cas, là, on voit le gypse et tout. Là, mais ouais, c'est un beau bassin à aller visiter.
Ici, ce que vous avez, c'est encore une fois une vue, je vais vous montrer des figures de plus en plus, là, qui vous montrent une vue de Death Valley, où il y a des endroits, ben là, évidemment, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une, géomorphologiquement parlant, c'est une surface sédimentaire qui a été très érodée, qu'on appelle des Badlands. Le mot Badlands, en fait, provient d'un mot français, hein. Il y a eu des explorateurs francophones qui ont fait l'Amérique du Nord, qui appelaient ça des mauvaises terres, et les Américains l'ont traduit pour Badlands, mais le terme, historiquement, provient d'un terme français qui était Badlands. Et ces Badlands-là que vous voyez, ce sont des reliefs très érodés, formés par le ruissellement de l'eau, malgré le fait que l'eau est très rare là-bas. Là. Mais ça crée des espèces de ravines puis des collines isolées de ce type-là. C'est vraiment superbe. Ici, vous avez les roches phosphatées. Donc, ces roches-là, ce sont des roches qui, en fait, sont liées à de la matière organique minérale provenant de débris biologiques. Donc, c'est ça. Le phosphore étant évidemment un élément essentiel à la vie, notamment pour le développement d'organismes vivants, parce qu'il fait partie intégrante des molécules biologiques pour l'ADN, en fait, pour toute la vie. Et c'est un élément clé pour la fabrication également d'engrais agricoles. Donc, toutes les roches phosphatées sont exploitées pour la production de phosphate, pour le savon aussi. Hein, le phosphate, dans le savon, il y a beaucoup de phosphate. Donc, c'est ça. Ça provient là, notamment d'excréments d'eau, de poissons, de vertèbres. Donc, vous en avez des beaux exemples ici. Continuons. Les roches carbonées, toujours, bon, ben, vous l'avez, le charbon, le pétrole, le gaz naturel en font partie. Hein, donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est le pétrole, des hydrocarbures formés par la décomposition d'animaux. Je vais vous montrer plus de figures. Vous avez une figure ici en lien avec, évidemment, des lits de charbon. Dans le Midwest américain, il y en avait beaucoup là-bas où j'étais. Ici, vous avez une petite figure qui vous montre, en fait, un schéma qui vous montre un peu comment l'extraction du pétrole et du gaz naturel à partir des gisements souterrains se fait. Évidemment, la formation des hydrocarbures en tant que telle se forme à partir, comme je vous disais, de la décomposition. Et ces hydrocarbures-là vont migrer dans des zones où la perméabilité des roches, donc des endroits vraiment perméables, est élevée. Donc le grès, hein, évidemment, le grès, c'est très poreux. Donc c'est piégé dans des... Et donc ils vont migrer, en fait, toute cette matière organique-là qui se décompose va migrer dans ces endroits poreux-là et ils vont finir par être piégés par des couches, elles, imperméables, comme des schistes et des shales qui ont des grains fins. Donc, c'est un peu le même principe que les aquifères. Hein. Les aquifères vont être piégés dans des endroits qu'on appelle des aquicludes, qui sont en fait dans des zones où l'eau ne peut plus percoler. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des pièges géologiques. Donc, ici, vous en avez un bel exemple où vous voyez un anticlinal, qui est une structure géologique courante où les roches ont été courbées. Et là, on voit qu'à raison de cette couche-là, des shales qu'on voit ici, hein, donc ça, c'est une couche qui est très imperméable, ben, toute la partie ici en lien avec le pétrole qui est exploité, ben, c'est piégé dans cette couche-là qui, évidemment, ne peut plus migrer vers le plus bas parce qu'il y a des chaînes ici aussi. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on peut finir par trouver des pièges géologiques et aller l'extraire. Ici, vous avez les trois modes d'extraction du pétrole. Okay? Vous avez l'extraction, si vous ne connaissez pas ça, là, vous avez des extractions primaires qui est utilisée par la pression naturelle d'un réservoir pour faire remonter le pétrole. Je sais pas, dans le Midwest, des trucs comme ça, il y en a plein, là, des tours. Là. Vous avez des extractions secondaires où là, ça implique une injection d'eau, hein, ou de gaz pour maintenir la pression dans le réservoir pour finir pour aller chercher, en fait, récupérer 20 à 40% supplémentaires de pétrole. Et à la droite ici, vous avez l'extraction tertiaire, où ça, c'est une technique avancée, coûteuse aussi, qui est utilisée pour extraire le pétrole restant, souvent qualifié de récupération, où là, cette méthode-là peut récupérer jusqu'à 60% du pétrole restant. Mais comme je vous dis, elle est très coûteuse, puis ça implique qu'il faut injecter des vapeurs de CO2, de produits chimiques pour modifier la viscosité du pétrole, puis améliorer son déplacement à travers les pores de la roche réservoir. Et là ça a un impact environnemental, parfois. Hein, on le sait, là, les produits chimiques, etc. Là. Donc, c'est la différence entre les trois où on commence avec ici une extraction qui utilise la pression naturelle, mais ça permet juste de récupérer 10 à 15% donc disponible. Donc, au fur et à mesure qu'à ce moment-là, on injecte dans la deuxième de l'eau ou du gaz, là, on va chercher 20 à 40, puis avec celle-ci, c'est 60 avec les produits chimiques puis des vapeurs de CO2. Donc, voilà.
Évidemment, ici, je vous montre un peu l'état. Hein. Donc, en 2011, on parlait d'environ, il faudrait que je mette mes chiffres à jour, mais on parle de 278 milliards de barils de pétrole en réserve. Une grande partie de ces réserves-là proviennent des sables bitumineux, évidemment, qui sont un mélange de bitume, de sable, d'eau, d'argile, qui est une forme de pétrole brut, extrêmement lourd. Qui doit être extrait et traité avant de pouvoir être utilisé là, pour les productions de carburant. Donc, évidemment, c'est en Alberta qu'il y en a beaucoup. Dans 3 grandes régions, là, il y a Athabasca, Peace River, Cold Lake aussi. Donc, ça vous donne un peu le topo pour les sables bitumineux. Ici, vous avez un exemple à Fort McMurray en Alberta, ce qui vous montre une vue d'ensemble des mines. C'est pas très propre. Donc, c'est composé évidemment, comme je vous disais, d'un mélange de bitume, de sable et tout. Puis, l'extraction se fait à ciel ouvert. C'est utilisé par des dépôts évidemment proches. Lorsque les dépôts de sable bitumineux sont proches de la surface, et qui est souvent le cas dans la région de Fort McMurray. Donc, ça prend quand même pas mal de matériel là, pour pouvoir utiliser, extraire les sables. Bon, les mines, évidemment, comme vous pouvez voir, ça transforme le paysage, ça crée des fosses, beaucoup de problèmes liés à la perte de la déforestation, perte de biodiversité, contamination phréatique, gestion des résidus miniers, bassin de rétention, ça a plein d'enjeux environnementaux. Évidemment, au Québec, ici, vous avez un extrait du rapport du Bureau de l'audience publique dans l'environnement du BAP de 2014 qui fournit un aperçu de ce qui est Shell, le groupe Lutica au Québec. Bon, évidemment, les Shell, c'est une roche sédimentaire composée d'argile très fine, souvent en couches bien définies. Les Shell Lutica au Québec sont situés je vais vous montrer une carte là, dans la vallée du Saint-Laurent. Et il était question, hein, évidemment, là, ce shell-là était connu pour son potentiel de gaz. Ce que vous en dites, en fait, dans les médias, on disait toujours des gaz de schiste. C'est faux. C'était des gaz de shell. Mauvais terme de la part des médias. Mais c'était vraiment une forme de gaz naturel là, qui était enfermé dans la formation rocheuse là-bas, qui était dense. Évidemment, il y a un intérêt économique, mais il y a eu, ça a fait face évidemment à une opposition en raison de ses impacts potentiels sur l'environnement et la santé publique. Puis le rapport du BAP en 2014 a fait état des défis, là, puis recommande avec une très grande prudence là, de permettre l'exploitation à grande échelle. Donc évidemment, c'est un élément encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Et ici, vous avez la carte qui présente la géologie des basses terres du Saint-Laurent qui identifie les zones d'exploration potentielle pour les gaz de shell. Vous avez les gaz que vous avez ici en teinte de brun. C'est un peu tout dans cette zone-là qu'il y avait eu une zone d'exploration. Le corridor, en fait, d'exploration, là, si vous voulez. Et vous avez une coupe ici qui vous montre un peu de quelle manière la stratigraphie des basses terres est faite. Donc, vous voyez Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Vous voyez ici, la base de la coupe repose sur en fait le Précambrien, hein, le soc Grenville. Donc plus on remonte vers le nord, ici c'est une coupe qui va jusqu'au nord-ouest. Donc on est dans le Précambrien et par la suite, qu'est-ce qu'on a par-dessus et on va y revenir, hein, inquiétez-vous pas. Là, je vais vous montrer un peu toute cette séquence-là plus tard dans la session là, sur ce qui compose les basses terres du Saint-Laurent. Mais vous avez le groupe d'Utica qui est situé au milieu de la coupe. Hein, et l'un des principaux, évidemment, objectifs de l'exploration des gaz de shell, c'était ce qui était représenté en violet, notamment, en brun aussi. Là, voilà. Donc, c'est ça. C'est un gaz naturel là, qui contient, évidemment, là, un bon potentiel là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? C'est pas mal ça. On va y revenir. Là. Après, on pourra revenir sur ce qui compose évidemment là, bon, l'Utica, vous le voyez, brun, je dirais peut-être plus orange, là, mais ça, c'est les shells d'Utica qui ont là. Le Trenton en bleu, hein, c'est ce qu'on voit là. Ici, Black River, Trenton, Black River, Chazy. Hein, ça, c'est des trucs qu'on va aller voir. Le Potsdam, il affleure à un endroit au niveau de l'île Perrot. Je vais vous amener voir ça. Je vais essayer de vous amener voir toute cette séquence là, qu'on voit là, jusqu'au Queenston. Donc, en se promenant là, pendant la sortie d'un bassin, on va aller voir chacun de ces faciès-là ensemble. Donc, Trenton étant évidemment ce qu'on peut voir à Montréal.
Maintenant, je veux aborder avec vous aussi, après avoir passé à travers les roches, je veux vous parler de la géomorphologie. Donc évidemment, on le voit, hein, il y a une géomorphologie qui est associée à toutes ces roches-là, dans certains cas par l'érosion. Donc, je veux faire état avec vous des principaux reliefs et structures qui sont associés aux roches sédimentaires. Donc, vous avez ici des surfaces tabulaires. Donc, première catégorie dans les régions au climat aride. Donc, côté tabulaire, vous avez des plateaux, des falaises, des mésas, des buttes et des canyons. Donc, je vais vous montrer ça sur la figure qui est ici. Une bonne vieille figure qui vient de Strahler and Strahler. Vraiment, c'est des ouvrages de base super, ça, au niveau là, de la géomorphologie structurale. Jacques donnait à l'époque un très bon cours de géomorphologie structurale d'ailleurs, que j'aimerais ramener, mais bon, on verra. Donc vous avez ici des structures qui sont liées à des climats arides, et d'une part vous avez la mésa qui est juste ici. La mésa, c'est une grande table rocheuse isolée, entourée de falaises abruptes, formée par l'érosion des roches plus tendres autour, de la base de la structure. Donc, ça monte dans le fond des couches successives de roches sédimentaires. Et comme vous pouvez voir, la mésa se différencie de la butte de par sa taille. Donc, elle est plus grande. Versus une butte, dans certains cas dans la littérature, vous appelez ça une butte témoin. Donc, la butte est une version réduite, résiduelle d'une mésa, souvent avec un sommet plus petit, et l'érosion progressive des mésas conduit à la formation des buttes. Ensuite, vous allez avoir des canyons, hein, comme vous les voyez ici. Ces canyons-là est une vallée étroite et profonde avec des falaises abruptes. Et ça, ces canyons-là sont creusés par l'écoulement de l'eau sur une longue période, dans des climats arides, comme ceux du sud-ouest des États-Unis. Les canyons exposent souvent des couches successives de roches sédimentaires qui témoignent un peu comme la Grand Canyon, là, une histoire géologique là, sur une longue période de temps. Et finalement, vous avez les plateaux qui sont une large surface horizontale élevée, entourée de falaises, et qui, elles, résultent de l'érosion différentielle entre les couches résistantes et celles qui sont en fait plus résistantes puis plus tendres. Hein? Donc, voilà. Donc, les plateaux forment le point de départ avant tout de l'érosion pour en arriver ensuite à des mésas et des buttes. Donc, on commence avec des plateaux, on en arrive à des mésas, à des buttes. Et entre tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des canyons, notamment. Donc évidemment, à travers cette terminologie-là, vous avez des canyons aussi qui sont des vallées très étroites, comme on vient de le mentionner. Vous avez des falaises, évidemment, là, qui sont des escarpements qui bordent les plateaux. Vous avez des images ici où on voit, c'est le parc national des Arches situé dans l'État du Utah, au cœur de la région du plateau du Colorado, qui abrite ce genre de choses. Donc regardez, là, vous allez en voir, hein, vous allez voir le plateau ici, et je vais vous montrer d'autres images, vous allez voir des mésas, vous allez voir des buttes témoins. Okay? Donc tous ces processus géomorphologiques-là sont liés à un concept, un processus très important qui s'appelle l'érosion différentielle. C'est quoi l'érosion différentielle? Ce sont les couches plus tendres des sédiments qui s'érodent plus rapidement. Donc ça laisse évidemment les couches plus dures, hein, comme celles des grès, versus... donc c'est toujours grâce à ces couches plus dures là qu'on voit encore des reliques et ainsi de suite. Vous allez voir, je vais continuer à vous en montrer. Évidemment, dans le cas ici, hein, c'est des climats arides. Donc, c'est souvent lié à des processus notamment de gel-dégel. Hein. Donc, il y a peu de précipitations, mais il y a quand même des fluctuations de température qui vont provoquer des fragmentations de la roche par cryoclastie et ainsi de suite. Là, des processus qu'on a déjà vus là, dans le cadre de la première capsule. Ça, je trouvais ça intéressant de vous montrer parce que si un jour vous vous promenez au Utah, je veux que vous sachiez qu'à travers ces paysages-là, on a un héritage. Donc, et ça, j'ai découvert ça en vivant aux États-Unis. On a des coureurs des bois dans les années 1800, quand nous, on était en pleine rébellion ici, qui, eux, étaient à la recherche de castors, qui se sont perdus à travers ces canyons-là et qui ont laissé leur marque. Donc, vous pouvez voir ici, Antoine Robidoux passe ici le 13 novembre 1837. C'est vraiment, ici, un autre que Denis Julien. Il y en a plein de trucs comme ça. Je vous le dis, c'est fascinant. Ils ont laissé leur marque partout. Et ces personnes-là ont même écrit des journaux. Bref, j'ai découvert ça en me promenant là-bas. Si vous connaissez l'auteur Serge Bouchard, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, il a écrit des ouvrages sur ces personnes-là. C'est vraiment intéressant. On a souvent tendance à penser que
le peuplement, ben pas comment dire, les traces canadiennes françaises sont juste sur la côte est. C'est faux. Elles sont partout à travers le Midwest et l'Ouest américain. Donc bref, je voulais vous montrer ça. Je vous montre maintenant d'autres images. Vous avez un bel exemple ici, hein? Encore une fois, de relief tabulaire et de formation rocheuse érodée. Encore une fois, là, dans les environnements du Utah, c'était pour vous montrer le parc des Arches. Vous avez ici un autre très très bel exemple hein, au niveau du Utah qui s'appelle Capitol Reef, qui est connu pour ses falaises, ses monolithes aussi de grès rouge. Qui caractérise en fait cette partie-là du Colorado, du plateau du Colorado, pardon. Et vous avez ici une belle structure géologique qui est en fait un pli monoclinal. Je vais vous montrer ça dans les semaines à venir. Mais bref, vous voyez des belles structures d'érosion différentielle, hein, clairement, où il y a des couches un peu plus tendres versus des couches un peu plus résistantes à l'érosion. Je vous en montre d'autres ici. En Argentine, c'est ce qu'on appelle les cheminées des fées. Elles portent aussi le nom de hoodoos, H-O-O-D-O-O-S, qui sont des colonnes ou des piliers hein, de roches sédimentaires qui sont surmontés de roches plus résistantes à l'érosion. Ici, vous en avez d'autres, encore une fois, qui sont en fait liés à l'érosion éolienne cette fois-ci. Donc, des environnements arides comme les déserts, le vent peuvent être un agent érosif. Ce que vous voyez ici est lié à l'érosion éolienne. Donc, corrosion éolienne, des grès que vous voyez qui sont juste ici. On peut les appeler dans certains cas des champignons, des chapeaux. Elles ont différents types de noms. Les monolithes de calcaire que vous voyez ici, on en voit également au Québec. Donc évidemment, là ici, c'est plus dans un contexte littoral des îles Mingan, qui est lié à l'érosion différentielle encore une fois. Donc évidemment, l'érosion liée à l'eau peut en fait former ce genre de choses également le long du Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent, au niveau de l'érosion côtière liée aux marées et à l'altération chimique liée à l'eau de mer et au climat maritime aussi. Hein. Donc, un bel exemple des îles Mingan. Ici, un autre exemple au niveau... Désolé pour l'image, je pensais que les résolutions seraient meilleures. Je suis jamais allé là, mais en fait, il faut que j'y aille, mais c'est ça. Je vais changer l'image. Ici, vous avez le Nouveau-Brunswick. Un peu la même chose. Donc, Hopewell Rocks, situé sur la côte de la baie de Fundy, connu pour, évidemment, ses plus hautes marées du monde. Donc, on parle d'une amplitude de 16 mètres par endroit. Donc, c'est des marées qui vont avoir une influence sur le paysage, puis ça va éroder les formations rocheuses au fil du temps. Donc, un peu la même chose ici. Ici, vous avez en Arizona un canyon hein, qui, encore une fois, lui, est plus lié par érosion fluviale. Donc, le cours d'eau s'enfonce de plus en plus dans le plateau pour creuser toujours un peu plus ces grès-là, hein, qu'on appelle le groupe de Navajo. Donc, c'est une formation là, qui est mésozoïque, en fait, là, qui date de là, 200 millions d'années à peu près. Continuons. Ici, vous avez d'autres cheminées de fées dans des grès et des conglomérats. Donc, on peut voir ici, encore une fois, au Utah, l'érosion différentielle. Ici, vous avez des structures en mésa et en butte, donc des buttes témoins versus des plateaux un peu plus larges, des mésas qui sont juste ici. Donc, regardez la couleur de ces séquences-là, c'est vraiment magnifique. Ici, c'est Red Rock en Arizona, donc des grès, encore une fois, où on va voir une érosion éolienne et fluviale maintenant. On va voir également des diaclases et des fissures qui progressivement là, vont finir par provoquer une érosion plus importante. Et maintenant, après avoir vu toutes ces surfaces tabulaires-là, ben, on en arrive à des surfaces inclinées. On les appelle les cuesta. Ce sont des reliefs dissymétriques réalisés par une couche résistante modérément inclinée et interrompue par l'érosion. Donc, c'est ce qu'on appelle des structures monoclinales. Donc, les cuesta, en fait, c'est ça. Ce sont des structures où les strates sont inclinées dans une seule direction. Elles sont créées, ces formations-là sont créées par l'érosion de couches géologiques inclinées, des couches supérieures plus résistantes généralement. Donc, c'est un peu le même concept hein, d'érosion différentielle. Et là, elles ont un élément au niveau géomorphologique qui sont importantes à déterminer. Donc, elles vont avoir un front
Hein? Donc, on appelle ça un abrupte. Elles vont avoir également un revers. Donc, le revers, c'est directement sur la surface. Par la suite, vous allez avoir, hein, bon, évidemment, au fur et à mesure qu'elles vont se décimer, ben, elles vont former des buttes témoins et ainsi de suite. Donc, le front est juste ici, donc c'est ce qu'on appelle l'abrupte formant. Vous avez le revers, et finalement, au fur et à mesure qu'on perd, hein, au niveau de sa couche sommitale, ça va occasionner des buttes témoins. Donc, voilà, les cuesta sont des reliefs dissymétriques importants dans ce genre d'environnement-là. Vous les voyez un peu ici, là. C'est une autre image que j'avais prise au Utah, là. Je vous le dis, après mon cours, lorsque vous allez vous promener, vous allez essayer de voir des affaires. Peut-être vous ne comprendrez pas tout de suite, mais du moins, vous allez peut-être vous poser un peu plus de questions sur le paysage qui vous avoisinant, autour duquel là, vous allez vous promener. Donc, continuons. Ici, vous avez en fait, au niveau des cuesta, différents types. Ça vient du mot espagnol, hein, pour côte. Donc, évidemment, ils peuvent avoir différents types de cuesta. En A, vous avez une cuesta classique avec une pente très, très douce. Vous avez en B un sommet... en A, c'est un sommet relativement plateau. Hein, donc, ça, c'est l'étape plateau. Pardon, je me suis trompé. L'étape plateau corniche. Ensuite, B, la cuesta, c'est un relief classique, pente douce. Ensuite, vous allez avoir de plus en plus un relief symétrique, en fait, une cuesta de plus en plus inclinée. Et finalement, la dernière, la D, c'est ce qu'on appelle le Hog's Back. C'est un relief où les couches sont inclinées d'une manière hyper prononcée, puis ça va former des pentes symétriques de chaque côté, contrairement au cuesta plus classique. Donc, c'est juste au niveau de la littérature, là, vous allez avoir le koto, la cuesta. Le C, on peut l'appeler Hog's Back, mais le D, c'est vraiment une étape du Hog's Back fortement inclinée, là. Ici, vous en avez en fait des exemples un peu en Argentine où on voit encore une fois des cuesta, mais moins inclinés un peu que ce qu'on a vu. C'est pas des exemples. J'ai pas trouvé d'exemple flagrant des Hog's Back, faudrait que je trouve sur Internet. Là. Mais bref, vous voyez ici quand même là, la formation de ces cuesta-là. Ah, ben, vous en avez un exemple au niveau de l'Argentine, là, ici, que j'avais trouvé, là, qui je sais pas si c'est tout à fait un Hog's Back, mais quand même assez incliné juste ici. Ouais. Et évidemment, vous allez avoir des surfaces plissées. Donc, ces plis-là, c'est ce qu'on appelle des synclinales et des anticlinales. Donc, les synclinales, ce sont des surfaces plissées qui se forment lorsque les couches sont soumises à des forces tectoniques qui provoquent des déformations et des plis. On va les voir en détail, les plis, dans les semaines à venir. Donc, juste savoir ici, important qu'un synclinal sont des couches inclinées vers la partie médiane du pli qui vont former une structure en forme de cuvette. Donc, vous avez le synclinal qui est ici et la surface, elle, qui est un peu plus extérieure du pli, qui va former un dôme. C'est ça qu'on appelle un anticlinal. Et lorsqu'il y a des surfaces d'érosion différentielle, on peut marcher successivement sur le synclinal à l'anticlinal, au synclinal à l'anticlinal, comme vous le voyez ici. Okay? Je pense que la figure parle pour elle-même ici, là, au niveau des deux. À l'intérieur de ces surfaces-là, vous pouvez avoir également une géomorphologie qui se forme. Et là, à l'intérieur de ces surfaces plissées-là, vous allez avoir le mont et le val. Donc, le mont représente la partie surélevée d'un pli, souvent associée à un anticlinal, et le val, quant à lui, c'est une dépression formée par un synclinal. Okay? Donc, vous avez le mont qui est ici, vous avez le val en bas. Ce sont des termes géomorphologiques. Donc, si on vous demande comment s'appelle la partie élevée, dans le fond, de votre anticlinal, normalement, vous devriez répondre un mont. Le val, lui, c'est la dépression formée par le synclinal. Donc, géomorphologiquement parlant, en termes de forme, le val est la partie basse de ce synclinal-là. La cluse, elle, est une vallée qui va se former d'une manière transversale, creusée à travers une montagne, à travers une structure montagneuse, souvent perpendiculaire au pli. Okay? Ça va se produire lorsqu'une érosion va venir découper le relief. Donc, vous en avez une qui est juste ici. Là, okay? Donc, si par action fluviale, il y a érosion à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une cluse. Et la combe, elle, c'est une dépression, une vallée allongée qui se forme dans un anticlinal. Okay? Vous le voyez là, juste ici. Là. Donc, elle va être causée, évidemment, là, par l'érosion du sommet
du pli de l'anticlinal, puis ça va laisser un creux dans la structure géologique. OK? Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a une vallée transversale et il y en a une qui est une dépression ou d'une manière allongée qui se forme dans l'anticlinal qui est juste là. OK? Donc, une qui découpe pas. C'est un peu la nuance entre les deux. OK? Maintenant, évidemment, on le sait, vous l'avez vu un peu. Je ne vais pas donner beaucoup de détails sur les systèmes karstiques. Jacques en a fait état. Mais bref, je voulais juste vous dire, au niveau de la morphologie des calcaires, le modelé karstique, c'est lié à la dissolution du CaCO3 des calcaires par des eaux chargées, évidemment. Et ça occasionne un modelé qui s'appelait le modelé karstique, qui peut entraîner le creusement par dissolution et provoquer des grottes, des cavernes. Au niveau des termes, le terme doline est important à maîtriser. Pourquoi? Parce que des dolines sont des dépressions circulaires formées par l'effondrement d'une cavité souterraine en surface. Vous pouvez avoir des rivières souterraines, des réseaux d'égouts phréatiques et des vallées sèches qui sont des anciennes rivières de surface capturées par un réseau karstique. C'est des termes liés au modelé karstique. Vous voyez ici des surfaces qui sont liées notamment à des processus de dissolution du CaCO3 par l'eau. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des reliefs, on appelle ça un lapier. Okay? Ou un lapiaise, un lapier, ouais. C'est une formation géomorphologique caractéristique des régions karstiques. Donc, généralement, c'est à cet endroit-là que l'érosion, la dissolution du calcaire par l'action de l'eau, le ruissellement, va finir par même atteindre le niveau phréatique un petit peu plus bas. Ici, vous avez en fait une figure qui vous montre un peu les termes que je viens d'aborder là. Hein. Vous avez la doline qui est juste ici, qui est liée en fait au système karstique, qui sont des dépressions circulaires à la surface du sol formées par la dissolution, qui va finir par atteindre évidemment toutes les cavités en bas. Donc, et vous avez les gouffres elles-mêmes là, avec le système de cavernes et ainsi de suite. Donc, vous avez ici un peu tous les termes associés à ce qu'on appelle là, au niveau de doline. Vous avez également le terme aven qui vous montre en fait une entrée en surface par rapport au système karstique de cavernes et de grottes. Voilà, des vallées sèches, comme je vous parlais. Et ainsi de suite. Donc, bref. Et généralement, lorsque le système va finir par atteindre l'extérieur, c'est ce qu'on va appeler des résurgences ou des exurgences qui sont juste ici, ou encore des résurgences qui pourraient se produire ici. Ici, vous avez un bel exemple de doline, visible. Donc, c'est une dépression circulaire formée par la dissolution progressive du calcaire, comme je vous disais. C'est souvent plat, peut être occupé par des sédiments, puis ça peut finir par lâcher. En anglais, vous allez entendre ça le mot sinkhole. C'est souvent comme ça là, qu'une doline peut finir par lâcher et donner accès en fait à un système karstique qui est un petit peu plus bas. Ici, vous avez des exemples de karst en tour, qui est une forme de relief qui est quand même assez caractéristique des régions calcaires soumises à l'érosion par l'eau. Celui-ci est situé en Chine. C'est une région assez célèbre pour ses tours karstiques qui sont des reliefs isolés qui se dressent un peu partout dans les plaines là-bas. Et voilà, donc ça met fin en fait à ce que je voulais vous enseigner au niveau des roches sédimentaires et des formes. Donc voilà, je pense que ça fait un bon tour sur l'état de tout ce qu'on a vu. En plus de tout ce que vous avez vu, à même la caverne, ça vous fait un bon cours. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous faire quand même une petite capsule qui va faire état de ce que vous devriez quand même considérer à l'examen. Et sur ce, je vous dis à mercredi.